Et si je vous disais qu'on peut flotter dans les airs comme les astronautes sans quitter la Terre? Enfin, sans quitter l'atmosphère terrestre. Et oui, c'est possible grâce à un avion pas comme les autres, l'Airbus A310 0G. Il permet de recréer l'impesanteur quelques secondes, juste assez de temps pour mener des expériences inédites sans jamais aller dans l'espace. Et tenez-vous bien car j'ai eu la chance de monter à bord et c'est une expérience incroyable à vivre. On flotte, on se sent léger, on perd ses repères, bref, on découvre de nouvelles sensations. Mais alors comment cet avion défie-t-il les lois de l'apesanteur? Qu'est-ce qu'on ressent en apesanteur? Et surtout, pourquoi ces vols sont essentiels à la recherche scientifique et spatiale? Dans cette émission, on vous emmène dans les coulisses du 0G à la rencontre de ceux qui pilotent l'avion et de celles et ceux qui mènent des expériences uniques en leur genre. Allez, c'est parti, embarquement immédiat pour un vol un peu spécial. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Science en question. Aujourd'hui, on vous fait découvrir les vols 0G, ceux qui permettent de vivre l'expérience de l'impesanteur sans quitter la Terre. Et pour tout comprendre sur cette expérience hors du commun, on a le plaisir d'accueillir Didier Chaput. Bonjour Didier. Bonjour. Alors, vous êtes donc responsable des expériences en sciences de la vie au CADMOS, le Centre d'aide au développement des activités en micropesanteur et des opérations spatiales au CNES. Le CNES, en deux mots, c'est le Centre des études spatiales, c'est ça? En gros, le CNES, c'est la NASA, mais version française, quoi, pour faire simple. Très bien. Et le CADMOS, quelles sont ses missions finalement à ce laboratoire du CNES? Les missions du CADMOS, c'est en fait préparer toutes les activités des vols habités. Et donc, ces missions principales, c'est d'accompagner les astronautes durant leur mission. Donc, les astronautes, en fait, à bord de la station, vont dérouler des expériences scientifiques, donc qu'elles soient françaises ou européennes. Et le CADMOS est là pour préparer les expériences qui vont être réalisées par l'astronaute. Donc votre rôle, c'est d'aider les chercheurs à faire de la science dans l'espace ou en l'absence de pesanteur. Mais à quoi ça sert de faire ces expériences? Pourquoi on a besoin d'étudier ces phénomènes en l'absence de pesanteur? Alors il y a plusieurs types d'expériences qui sont réalisées. Donc le premier type, c'est par exemple, c'est mon métier, expérience en sciences de la vie. Donc pourquoi faire des expériences en sciences de la vie? En fait, tout être vivant sur Terre a depuis des milliers d'années acquis la présence de cette force de gravité, et cette force de gravité a conditionné un petit peu le corps de cet être vivant. Vous prenez cet être vivant qui a l'habitude de vivre sur la Terre, vous le mettez dans des conditions d'apesanteur, on le sort un petit peu de sa zone de confort et on ne sait pas comment il va réagir. Et typiquement, quand un astronaute quitte la Terre et va dans les stations spatiales, son corps va subir des modifications. Donc des modifications physiologiques. Il va être attaqué aussi par les radiations. On n'est plus protégé comme on est sur Terre de ces radiations. Ses os vont être fragilisés également. Donc il y a plein de phénomènes qui interviennent au niveau de la physiologie du corps de l'astronaute. Après, il y a d'autres expériences, typiquement des expériences sur le comportement des fluides ou aussi le comportement de matériaux qu'on peut fondre dans l'espace et puis se solidifie d'une façon différente de ce qu'on obtient au sol. Donc sortir, par exemple, les fluides de ces conditions terrestres permet d'approcher certains phénomènes qui sont masqués par la gravité lorsqu'on fait ces expériences au sol. Eh bien, merci pour ces explications. Avant de continuer, on a voulu tester un peu les connaissances du public avec un petit quiz sur nos réseaux sociaux. On leur a posé la question suivante: comment appelle-t-on l'absence de pesanteur? Et pour les aider, on leur a donné 4 propositions de réponse. A, la micro-pesanteur, B, l'apesanteur, C, la légèreté ou bien D, l'hypogravité. Regardons un peu ce que les gens ont répondu. Alors on voit qu'ils ont répondu en majorité B, l'apesanteur. Didier, quelle est la bonne réponse? Ils ont tout à fait raison. Bravo. Alors, on s'y perd un petit peu. Il y a beaucoup de termes quand même pour expliquer l'absence de poids ou l'absence de gravité. On entend parler d'apesanteur, d'impesanteur, de microgravité, de micropesanteur. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu justement sur tous ces termes et savoir ce qui diffère l'un de l'autre? Alors, on va partir de la gravité qui est la force, on va dire, essentielle. Donc, quand vous avez deux corps, par exemple, je prends la Terre, je prends la Lune, ces deux corps vont s'attirer
du fait de leur masse. Donc il y a une force qui s'opère entre les deux. Bon, on voit bien que la Lune ne va pas rentrer en collision avec la Terre, donc il y a un phénomène qui fait que la Lune, elle reste en orbite autour de la Terre. Mais cette gravité, elle est toujours présente et il y a toujours cette force terrestre qui attire la Lune. Et pareil pour les astronautes. Donc les astronautes qui sont dans les stations, pareil, il y a cette force de gravité qui les attire vers la Terre, mais comme on leur a donné suffisamment de vitesse pour qu'ils restent en orbite autour de la Terre, donc ils restent en orbite autour de la Terre. Donc on a cette présence de gravité. Par contre, oui, du fait que cette force de gravité soit équilibrée par une autre force, fait en sorte qu'on est en apesanteur. Et donc, on ne ressent pas notre poids. Si on prend une balance qu'on le met sous le pied d'un astronaute, on n'a aucune valeur de poids de l'astronaute. Donc effectivement, quand on parle d'un astronaute dans une station spatiale, dans quelles conditions il est dans des conditions d'apesanteur. Alors après, apesanteur à apesanteur, ça se ressemble un petit peu. C'est la même chose, apesanteur et impesanteur? Pour moi, c'est la même chose. Ouais. Et ensuite, microgravité, micropesanteur, ça correspond à quoi? Alors microgravité, pareil, donc ça veut dire qu'il y a un petit peu de gravité, mais pas trop. Et alors, pour une station spatiale, microgravité n'est pas appropriée. Donc c'est plus apesanteur. Il y a de la gravité au niveau de la station spatiale qui représente à peu près 90% de la gravité terrestre. Donc on est loin d'être micro-gravité. Par contre, on est en micro-pesanteur parce qu'on ne perçoit pas son poids de la même façon. Exactement. Et justement, pour recréer ces conditions d'impesanteur sur Terre, il existe un avion un peu spécial, l'Airbus A310 0G. Est-ce qu'on peut dire, du coup, que l'avion 0G est une sorte de laboratoire volant? Absolument. Donc on recrée ces conditions d'apesanteur avec cet avion 0G du CNES, qui, avec une trajectoire particulière, permet de créer 22 secondes d'impesanteur. Alors, les vols qui sont opérés avec cet avion-là sont faits par Novespace, c'est une filiale du CNES. Comment est né ce programme de vol parabolique entre Novespace et le CNES ? Au tout début, à l'origine de ces vols, donc je pense que les militaires devaient l'utiliser pour préparer les missions spatiales, puisqu'au tout début des vols habités du CNES, c'était des militaires qui étaient astronautes ou cosmonautes pour les missions, donc soit avec les Russes, soit avec les Américains. Après, lors de ces vols d'astronautes, il fallait faire des expériences scientifiques. Et donc, pour préparer les expériences scientifiques, on a besoin de comprendre un petit peu comment le matériel qu'on va embarquer ou la science qu'on va embarquer réagit vis-à-vis de ces nouvelles conditions d'apesanteur. Donc, pour nous, ça nous permet de bien préparer les expériences qui vont être réalisées ensuite par les astronautes ou cosmonautes et pour être sûr que tout se passe comme il faut. Et le CNES organise souvent des campagnes comme ça de vol à bord de cet avion-là? Alors le CNES a 2 campagnes par an, donc avec des équipes scientifiques qui peuvent être différentes d'un vol à l'autre, ou alors il y a des équipes qui peuvent voler aussi durant plusieurs campagnes. Le DLR, qui est l'agence spatiale allemande, donc, qui a aussi 2 campagnes par an, et l'ESA, donc l'agence spatiale européenne, a aussi 2 campagnes par an. Alors maintenant qu'on en sait un peu plus sur le vol 0G, il est temps de passer à la pratique. Jean, tu vas nous faire revivre ton expérience à bord de l'Airbus, étape par étape. C'est parti. Alors oui Marine, j'ai eu la chance de participer à la 68e campagne de vol parabolique organisée par le CNES et Novespace. Alors autrement dit, j'ai pu vivre pour de vrai un vol 0G à bord du fameux Airbus A310. Je me suis donc rendu en Gironde, à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, dans les locaux de Novespace. Et alors, dès qu'on arrive dans le hangar, dès qu'on passe les portes, impossible de ne pas sentir l'effervescence. On voit des scientifiques qui sont un peu partout affairés à leurs expériences. On visse, on ajuste, on branche. On voit bien que là, en fait, on essaye de rien laisser au hasard. Tout doit être millimétré. Et pendant ce temps, il y a d'autres scientifiques qui sont déjà à bord de l'avion en train d'installer leurs expériences, de les fixer, de répéter en quelque sorte. Alors vous, Didier, vous avez déjà participé à plusieurs vols paraboliques et vous avez déjà vécu ces moments-là. Qu'est-ce qui se joue justement à ce moment avant de décoller ? Alors, il y a plusieurs phases au niveau d'une campagne de vol parabolique. Donc il y a la phase de préparation.
qui, elle, débute plusieurs mois avant le vol. Et en fait, quand les gens arrivent une semaine avant le vol, donc où on amène le matériel sur place, après on commence à monter le matériel s'il est démonté, donc faire en sorte que tout soit prêt pour être embarqué dans le vol. Donc a priori, quand on est à ce moment-là dans le hangar, c'est vraiment des derniers réglages et on peaufine, mais tout est déjà prêt. Absolument. Donc tout est prêt, donc c'est vraiment les derniers réglages, s'assurer que tout le matériel fonctionne bien. Donc en fait, on n'a pas droit à l'erreur. Dès que l'avion part, il faut qu'on soit prêt, il faut que tout fonctionne. C'est un peu comme une mission spatiale. Vous avez un lanceur qui part à telle heure, vous devez être prêt, et si vous n'êtes pas prêt, tant pis, vous partez pas et votre matériel ou votre expérience ne monte pas à bord de la station. Donc vraiment, c'est très important, être prêt le jour J, pas de place à l'improvisation. Une fois que tout est validé, donc place au grand moment. Alors là, on enfile une combinaison bleue et c'est le moment de se diriger vers l'avion. Donc juste en face du hangar, sur le tarmac, l'Airbus nous attend. Alors quand on arrive à bord de l'avion, enfin en tout cas à côté, à proximité, de l'extérieur, on dirait que c'est un avion de ligne classique, assez basique, mais dès qu'on met un pied à bord, on comprend tout de suite que là, on n'est pas prêt de s'envoler pour Cancun et qu'on va vivre vraiment quelque chose d'assez exceptionnel parce qu'il est aménagé d'une façon assez particulière. Alors Didier, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quel est cet aménagement intérieur ? Alors effectivement, l'avion est aménagé de façon particulière. Donc, on réalise à l'intérieur de cet avion des expériences scientifiques. Donc on va avoir une zone expérimentale donc, qui représente à peu près, on va dire, les 2/3 de l'avion. Et donc, au niveau de cette zone, il y a des racks de fixation qui vont être utilisés pour fixer les expériences au sol de l'avion, pour éviter que l'expérience flotte pendant les conditions d'apesanteur. Et donc, qui dit expérimentation, dit expérimentateur. Donc, expérimentateur, il faut qu'il soit assis pendant le décollage et assis pendant l'atterrissage. Donc, du coup, on a 2 zones qui permettent d'asseoir les scientifiques. Mais également, il y a tout le personnel qui encadre ces missions-là. Donc les personnels qui sont responsables de la sécurité des expérimentateurs. Donc il y a des gens qui veillent à la sécurité des gens. Et également, il y a des médecins qui sont là si jamais il y a des soucis au cours de la mission. Alors quand tout le monde est installé, on ferme les portes. L'équipage nous donne les consignes de sécurité, donc comme dans un avion classique, ce qu'il faut faire en cas d'évacuation, en cas de problème. Sauf au moment où on commence à nous montrer comment se protéger en cas d'incendie, comme on voit sur les images, ou en cas de fumée dans l'habitacle. Là, je vous rassure que je vous dis, on n'est pas vraiment rassuré. Il y a un espèce de mélange un peu bizarre. Il y a un peu d'appréhension, d'excitation, et en même temps, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, on ne sait pas si on va survivre à ce vol. Pendant ce temps-là, l'avion roule tout doucement vers la piste, et puis il s'envole. Alors Didier, vous, encore une fois, vous avez vécu déjà ces moments-là. Est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier vol à bord de cet Airbus ? Absolument. Alors, c'était pas à bord de l'Airbus. Donc, mon premier vol, c'était à bord d'une Caravelle. Donc, ça remonte à quelques années. C'était au centre d'entraînement, le centre d'essai en vol à Bretigny. Et je me souviens, donc, j'étais assis à une table où il y avait mon expérience sur la table. Et la première action que j'ai eue, ça a été, lorsque l'apesanteur est arrivé, ça a été de m'accrocher. Et j'avais l'impression vraiment de tomber, quoi. Donc, comme si j'étais en chute libre dans cet avion. Et je me suis dit, écoute, tout le monde a l'air d'être à peu près normal dans cet avion. Ils ont des mouvements tout à fait normaux. Écoute, relâche-toi, arrête de t'agripper et puis profite et vois un petit peu ce que c'est et essaie de maîtriser ces nouvelles conditions d'apesanteur. Très bien, alors on va le découvrir justement parce qu'après quelques minutes dans les airs, on est finalement autorisé à se lever. Les scientifiques rejoignent l'emplacement de leurs expériences, ils préparent tout ce qui doit l'être et ils installent les cobayes là où il y en a. On sent que vraiment là tout le monde est concentré, qu'on est à vraiment quelques minutes, même quelques secondes de la première parabole, parce que vraiment c'est là que vraiment tout commence. Les pilotes se préparent aussi à exécuter la fameuse manœuvre parabolique, celle qui permet de recréer la micro-pesanteur. Et donc ça, c'est une manœuvre très particulière qui se déroule
en 3 temps bien distincts. La première phase, c'est ce qu'on appelle la ressource d'entrée. Didier, expliquez-nous ce qui se passe à ce moment-là, à la fois à l'extérieur de l'avion, pour l'avion, mais aussi à l'intérieur. Ok, donc je vous ai amené une petite maquette qui va nous servir à vous expliquer fidèle au modèle dans lequel on était. Et effectivement, donc l'avion, une fois qu'il a décollé, donc, il atteint son altitude de croisière, on va dire, et ensuite, donc, on va entamer la première phase du vol parabolique. Donc l'avion, lui, va se cabrer. Donc il va se cabrer 20, 30, 40. Donc il va être cabré à peu près comme ceci. Et une fois qu'il est cabré comme ceci, donc on va faire en sorte au niveau de l'avion qu'il y ait juste la force de gravité qui agit sur l'avion. Donc c'est toute la tâche des pilotes, essayer de piloter pour faire en sorte qu'il n'y ait que cette force de gravité qui agit sur l'avion. Et donc, qui dit gravité, et que la gravité, l'avion est en chute libre. Et donc c'est pour ça que moi j'avais ressenti, pour ma première parabole, cette sensation de chute libre. Dans cette première phase, qu'est-ce qu'on ressent quand on est à l'intérieur de la cabine alors ? Alors l'avion, lui, quand il va se cabrer, donc on va avoir une accélération qui va nous plaquer au sol, donc on va peser 2 fois son poids, et effectivement, donc on aura du mal à lever son bras. C'est vraiment impressionnant, moi je me rappelle vraiment, on se sent vraiment écrasé au sol, on a du mal, comme vous le dites, à bouger les bras. Moi j'ai vécu ce moment-là dans la zone de free flight, la zone de vol libre dans l'avion, où on peut justement un peu expérimenter ce qu'est l'impesanteur. Je l'ai vécu aux côtés de Sébastien Rouquette, qui est le responsable de l'activité vol parabolique au CNES, et je vous laisse découvrir un peu en live ce que ça donne. Donc 5 secondes après, 3 secondes, 2 secondes. Ça y est, là on est en hyper gravité. On ressent 2 fois notre poids, je suis écrasé au sol. On a une sensation de... comme si on avait un poids sur les épaules qui nous plaquait au sol, alors qu'il n'y a rien du tout, mais j'ai beaucoup de mal à lever les bras, les jambes, à bouger. Et là, c'est un peu, on entre dans la deuxième phase, donc le moment un peu fatidique. Vraiment, le moment le plus spectaculaire, c'est la parabole. Et bah, pareil, je vous laisse découvrir la première réaction que j'ai eue au moment où je vis l'impesanteur. C'est difficile de bouger. Et là, voilà. Et là, hop, je te prends avec moi. Plus rien. Et tu vas tourner un petit peu. Oh, Voilà. c'était Maintenant. dingue. Bonjour. Voilà. Et dans l'autre sens, tiens. Wow. Voilà. Et maintenant, je te pose ici. Ok. Et atterrissage en douceur. Oh. Bon, alors c'est très amusant, ça dure pas très longtemps, c'est assez indescriptible comme sensation, parce que ça ressemble à rien, à aucune autre sensation qu'on connaît sur Terre. On a un peu l'impression de cocher une nouvelle case dans la liste des sensations corporelles. Et le premier mot qui m'est venu, c'est la douceur. J'ai senti quelque chose de très doux. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas comme dans les montagnes russes, où c'est des sensations fortes. Là, c'est vraiment très doux. Est-ce que, Didier, vous avez eu justement cette sensation une fois que vous vous êtes accroché Oui, tout à fait. Donc, comme je disais, ma première sensation, c'était vraiment la chute libre et le réflexe de s'accrocher. Mais après, une fois qu'on se libère, effectivement, c'est vraiment... on se sent bien, on est dans un moment de zénitude. Donc effectivement, c'est une nouvelle sensation qu'on ne connaît pas et on coche une nouvelle case des sensations corporelles. Alors par contre, on perd complètement nos repères et j'ai testé, justement, je me suis amusé à faire une petite expérience. J'ai essayé de pointer la caméra pour voir si j'étais capable de la retrouver les yeux fermés. Je vous laisse regarder. Je ferme les yeux alors. J'essaie de me souvenir où est la caméra. Hein. Bon. Là. Alors. Non, là. Ici. Bon. Ok, bon, j'étais à côté de la plaque, clairement. Ah, c'est dingue. C'est fou. Voilà, ça c'est intéressant parce que tu vois, ça permet d'illustrer la désorientation spatiale. Et ça, c'est un phénomène vraiment important à comprendre parce que on est bardé de capteurs. Il y a les yeux évidemment. Donc si tu perds l'information visuelle, il te reste plus que l'information de l'oreille interne et des capteurs proprioceptifs. Sauf qu'en 0G,
On perd. Tout ça, ça marche plus de la même manière. C'est dingue à quel point on est complètement désorienté et du coup, il faut réapprendre à se repérer Exactement. dans l'espace, à trouver de nouveaux repères. Voilà, c'est ça. Et là, en fait, en 22 secondes, tu as juste la phase de désadaptation. Ok. Bon, c'est chouette. Merci beaucoup, Sylvain. Alors Didier, vous le disiez, à ce moment-là, on est dans la deuxième phase de la manœuvre parabolique. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'avion? Donc il est toujours en train de monter finalement. Donc toujours l'avion cabré. est en train de monter. Et l'avion, donc de par sa vitesse et puis du fait du vecteur gravité qui l'attire vers le bas. La Terre, qui l'attire vers le bas. Donc l'avion, de façon naturelle, va décrire une parabole. Et donc au cours de cette trajectoire, on va tomber à la même vitesse que l'avion. C'est pour ça qu'on flotte dans l'avion. Et c'est vraiment le principe même de la pesanteur. Et la Station spatiale internationale, pareil, elle tombe en même temps que l'astronaute. Alors on a du mal à comprendre cette idée de tomber parce que la Station spatiale internationale, pour l'instant, reste en place. a priori, elle est toujours en l'air. Exactement. Donc imaginez la Terre. Donc ça, c'est la Terre. Je jette un petit caillou avec de la vitesse. Le caillou va tomber là. J'augmente la vitesse. Le caillou va tomber là. J'augmente encore plus la vitesse. Le caillou va tomber à l'opposé. J'augmente énormément la vitesse. Le caillou va tomber. Et puis en fait, la chute, elle est C'est une chute perpétuelle. perpétuelle. Elle ne s'arrête pas. Et donc, c'est le principe de satellisation de tout satellite, donc que ce soit les satellites télécom ou observation de la Terre, comme la Station spatiale internationale. Bon, alors pendant que moi je découvre les joies du 0G, les scientifiques, eux, restent très concentrés parce que finalement, c'est à ce moment-là que tout se joue pour leur expérience. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils doivent faire justement à ce moment-là et surtout ne pas rater? Alors ça dépend bien sûr des expériences. Il y a des expériences qui sont purement automatiques, donc où là les scientifiques ont juste à lancer l'acquisition des mesures. Donc il y a des capteurs positionnés un peu partout sur leurs expériences. Et après il y a des expériences un peu plus, on va dire, typiquement en sciences de la vie. Donc là on a un sujet qui doit faire une tâche et pendant les 22 secondes, il doit faire la tâche et la réaliser dans le temps qui est imparti. Et comment les scientifiques sont avertis du moment où ils peuvent justement commencer? Alors bon, c'est visuel, hein, ils se rendent compte qu'ils sont... Il y a les sensations aussi, mais est-ce qu'il y a des indices sonores qui leur disent quand est-ce qu'ils peuvent lancer leur expérience? Alors effectivement, il y a le pilote, donc lui qui au moment du cabrage de l'avion dit 30, 40, injection. Donc là, c'est le début de la phase d'apesanteur. Donc là, le scientifique s'affaire et lance son protocole ou lance ses procédures qu'il doit dérouler. Et après, donc, dès qu'on arrive en fin de parabole, donc pareil, il y a des annonces qui sont faites au niveau du cockpit, 20, 30 Ça, c'est les ressources. C'est les degrés, 20, 30 Voilà, c'est les degrés d'inclinaison de l'avion. Et donc, quand on entend 20 et 30, on se prépare justement à la ressource. Donc à remettre les pieds vers le sol. Se réorienter pour effectivement, en cas de chute, chuter de façon soft, on va dire. Ouais. Et donc là, on arrive dans la troisième et dernière partie finalement, après la parabole. Donc qu'est-ce qui va se passer? La troisième partie, c'est à peu près l'équivalent de la phase juste avant la parabole. Donc là, l'avion, il pique vers le sol. Donc il faut redresser l'avion. Et pendant cette phase où l'avion est redressé, on subit une fois de plus 2 fois son poids. Alors, évidemment, on n'enchaîne pas les paraboles comme ça, les unes après les autres. Ça serait compliqué. Il y a un délai de 2 minutes environ entre chaque parabole. Et pendant ce court laps de temps, ça permet aux scientifiques de recalibrer, réajuster leurs expériences. Ça permet aussi aux pilotes de se préparer à la prochaine manœuvre parabolique. Mais combien on peut réaliser pendant un vol justement de manœuvres comme ça? Alors, un vol, classiquement, c'est 30 paraboles. Okay. Donc, 30 paraboles exploitables, on va dire. Par contre, il y a un petit bonus, c'est la parabole découverte. Donc, la toute première parabole, elle sert aux novices à découvrir un petit peu ces nouvelles conditions et à cocher la case nouvelles conditions pour mon corps. Donc, parabole découverte, la première, et ensuite on enchaîne 30 paraboles. Donc, effectivement, entre les paraboles, on a à peu près 2 minutes. Donc, les scientifiques auront le moyen de modifier un petit peu leur expérience, mais très peu, donc c'est vraiment à la marge. Et après, en milieu de vol, on a un peu plus de temps, on a à peu près entre 5 et 10 minutes. Là aussi, ça
c'est une demande qui peut être expérimentale. Par exemple, dire à Novespace, voilà, moi, entre la 15e et la 16e parabole, je dois reconfigurer mon expérience, j'ai besoin de 15 minutes. D'habitude, c'est 10. Est-ce que 15, c'est acceptable? Et pour moi, ça serait bien. Donc voilà, c'est des choses qui se négocient à l'avance. Et après, on réenchaîne avec 15 autres paraboles jusqu'à la fin du vol. Bon alors, vous imaginez bien que le pilotage de la trajectoire doit être extrêmement précis pour pouvoir reproduire une bonne qualité d'impesanteur. Alors, ils sont plusieurs pilotes aux commandes avec des rôles bien précis. Il y en a même un que vous allez sûrement reconnaître, j'en doute pas. Mais celui que j'ai rencontré, lui, m'a expliqué comment ça se passait dans le cockpit. Écoutez-le. Alors là, on est dans le cockpit et je suis avec Stéphane Borlos, qui est un des nombreux pilotes qui sont capables de piloter cet avion. Vous êtes combien au total, finalement, Stéphane, à pouvoir piloter ce genre de type d'avion? Au total, qualifié pilote parabolique, on est 8. 8 au total, et sachant qu'on part à chaque vol à 4 pilotes. Et alors, au cours d'un vol, qui fait quoi, en fait? Comment vous répartissez les rôles? On va diviser le pilotage de la parabole en 3 postes différents. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un ici, il va s'occuper que de l'axe de tangage, c'est-à-dire qu'il va pousser et tirer le manche, c'est tout. Celui d'à côté va s'occuper que de l'axe de roulis. Donc il va que tourner le manche. Et le troisième pilote, ici, va s'occuper, lui, des gaz. Pourquoi on fait cette répartition, finalement? On fait cette répartition pour qu'il n'y ait qu'un seul pilote qui se concentre sur le pilotage du 0G, en fait. Celui qui est sur l'axe de tangage, c'est lui qui pilote le 0G de l'avion avec des accéléromètres. Donc lui, il est très concentré là-dessus. Et il regarde que ce paramètre. C'est pour ça qu'on a donné les autres paramètres aux autres pilotes, quoi. Injection. Ah, voilà. Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut faire ça que très très loin au-dessus de la mer. Alors souvent on va au-dessus de l'Atlantique, mais en fait on va nous dans des zones où il y a le moins de turbulences possible. Et quelquefois c'est pas au-dessus de la mer. Par exemple hier on était au-dessus de la Normandie, en gros entre Nantes et les îles Jersey et Guernsey. Et alors, pendant une parabole, vous aussi, vous subissez les effets de l'impesanteur. Comment vous gérez ça? Tout le monde à bord subit les mêmes effets, mais nous on est attaché par 5 points, dont le harnais d'épaule là. Donc en fait, on décolle pas du siège ou très peu, quoi. Alors je ne sais pas combien vous avez de paraboles à votre actif. J'imagine un bon nombre quand même. Je dois approcher les 4000. C'est énorme, 4000. Voilà. Et est-ce qu'au bout d'un moment, on s'habitue, on se lasse, ou est-ce que vous êtes toujours autant émerveillé On s'habitue à la condition, c'est-à-dire qu'on n'est pas spationaute comme Thomas, hein, mais avec 4000 paraboles, on a quand même l'habitude de l'impesanteur, donc on n'aurait pas de mal à se déplacer si on allait une semaine dans la station spatiale. Alors Stéphane m'a aussi expliqué que l'avion n'a presque pas été modifié, hein. Il n'y a pas de technologie futuriste, il y a juste, je crois, un compteur de G supplémentaire qui a été ajouté par rapport à un avion classique. Et il y a également 2 modifications. Ils ont ajouté un système qui permet de bloquer finalement pour le pilote qui pilote justement l'axe de tangage, qui permet donc à l'avion de cabrer ou pas, d'agir que sur un seul axe. Et puis l'autre pilote a une technologie, alors là c'est incroyable, hein, mais il faut me croire sur parole, quoi qu'on a les images, vous allez voir. Il y a 2 bouts de ficelle, littéralement, pour pouvoir garder les ailes à l'horizontale. Donc c'est incroyable, mais ça fonctionne bien, et tant mieux. Alors bien sûr, tout ça, ça a un impact sur le corps, hein. On est quand même un peu... c'est des nouvelles sensations, donc le corps est un peu perturbé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être malade, Didier, à bord de cet avion? Alors, je touche du bois, mais j'ai la chance de supporter assez bien ce genre de conditions. Mais effectivement,
quand on est un petit peu fatigué, ça peut arriver lors de la dernière campagne. Le premier vol, en fin de premier vol, je me suis senti pas très bien. Donc une bonne nuit de repos. Et puis après, le vol d'après, c'est très bien passé. Mais après, on n'est pas tous égaux devant ces conditions-là. Ceux qui sont sujets, par exemple, au mal des transports ou alors au mal de mer, ils ont plus de chances d'être malades dans ce type d'avion qu'une personne qui n'est pas du tout sensible à ce type de conditions. Et puis alors, si jamais... Toi, Jean, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été le trajet? Eh bien, figure-toi que je l'ai bien vécu, hein, même après 2 heures de vol, finalement, je m'en suis bien sorti. Okay. Merci Didier et Jean de nous avoir fait part de vos expériences respectives. Il est temps maintenant de jouer un peu avec notre séquence vrai ou faux. C'est parti. Alors le principe est simple, on va afficher 3 affirmations, les unes après les autres, et vous allez nous dire si chacune est plutôt vraie ou plutôt fausse. Et pour celles et ceux qui nous regardent, on vous laisse 5 petites secondes pour essayer de deviner la réponse. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Eh bien, première affirmation, on peut simuler la pesanteur lunaire ou martienne à bord de l'avion 0G. Alors, quelques secondes à la maison pour réfléchir, mais est-ce que c'est plutôt vrai ou est-ce que c'est plutôt faux, Didier ? C'est plutôt vrai. Et effectivement, de temps en temps, il y a des campagnes de vol parabolique où on simule ce type de conditions, soit pesanteur lunaire ou pesanteur martienne. Parce qu'on a besoin, pour certaines expériences, de reproduire ces conditions-là ? Exactement. Très bien. Alors, deuxième affirmation, l'Airbus A310 0G est le seul avion au monde capable de reproduire l'impesanteur. Là encore, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? 2-3 secondes, on n'en laisse pas 22 comme une parabole. Donc Didier, quelle est la bonne réponse ? Non, il y a plusieurs avions qui permettent effectivement de recréer ces conditions de pesanteur. Donc côté russe, donc il y a un avion qui, alors je ne sais pas s'il existe encore, mais les Russes faisaient des expériences à bord de leurs avions. Côté américain également, je crois qu'il y a un avion qui existe, alors qui est peut-être plus opérationnel d'après les dernières infos que j'ai. Après, on a des relations avec nos collègues de l'Agence spatiale canadienne qui eux aussi font appel à des moyens, mais un peu plus réduits en termes de capacité d'accueil d'expérience et aussi en termes de durée de parabole. En revanche, en Europe, c'est le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Agence spatiale allemande participe aussi. Donc, l'avion qui est géré par Novespace est le seul en Europe qui permet de créer ces conditions d'apesanteur et d'avoir ces campagnes de vol parabolique. Alors, troisième et dernière affirmation, les vols paraboliques ne sont pas réservés qu'aux agences spatiales et sont aussi ouverts au public. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Didier ? Eh bien, effectivement, ces vols sont ouverts au public. Donc, en dehors des campagnes, on va dire, scientifiques organisées par le CNES, par l'Agence spatiale allemande et par l'Agence spatiale européenne. Donc il y a ce qu'on appelle des vols découvertes qui permet à n'importe qui de venir découvrir ces nouvelles conditions. Alors on n'a pas 30 paraboles qui sont réalisées au cours d'un vol, mais on a une quinzaine de paraboles qui sont réalisées. Et pour cela, on va aménager un petit peu de façon spéciale la partie expérimentale. Donc effectivement, il n'y aura pas d'expérience puisque c'est des vols découvertes et les gens vont évoluer dans cet espace-là. Donc il y a un espace qui est purement dédié à la découverte de ces nouvelles sensations. Bon, merci beaucoup Didier, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne, un vol parabolique. Dans la deuxième partie, on va plonger ensemble dans ce qui fait toute la raison d'être de ces fameux vols paraboliques, c'est-à-dire les expériences scientifiques. Vous allez apprendre comment ces expériences sont sélectionnées, préparées et puis testées, comment certaines d'entre elles contribuent aux missions à bord de la Station spatiale internationale et surtout qu'est-ce qu'on étudie pendant ces vols paraboliques. On en parle tout de suite avec vous Didier, c'est parti. Alors Didier, dans cette deuxième partie, on va plonger ensemble dans les expériences menées à bord de l'avion 0G, mais avant ça, c'est important de rappeler que le vol parabolique n'est pas la seule façon de simuler l'impesanteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, il y a plusieurs façons de simuler ces conditions d'apesanteur en fonction de la durée d'apesanteur qu'on veut obtenir. Donc si on regarde le moyen le plus simple, ça va être la tour à chute libre. Donc il y en a une qui existe en Allemagne, à Brême. Et donc on a une capsule à bord de cette tour, donc c'est on va dire un grand puits dans lequel on a fait le vide, et on va lâcher la capsule dans ce puits, et l'expérience qui est incluse dans cette capsule va tomber à la même vitesse que la capsule, et on va recréer donc cette chute libre qui donne ces conditions d'apesanteur.
Donc on a à peu près entre 4 et 10 secondes d'apesanteur. Ensuite vient les vols paraboliques dont on parle aujourd'hui. Il y a également les fusées sondes. Donc ce sont des petites fusées spéciales qui sont lancées depuis la Suède. Donc là pareil, on donne un grand élan on va dire, à la partie expérimentale de la fusée. Et donc la capsule va faire une trajectoire qui s'apparente à peu près une parabole, et ce qui nous permet d'obtenir 8 minutes d'apesanteur. Et après, donc, il y a la Station spatiale internationale qui nous donne une durée plus que illimitée, on va dire, d'apesanteur. Donc voilà à peu près les différents moyens qui existent à l'heure actuelle. Donc en fonction de la durée expérimentale que nécessite notre expérience, on va s'orienter vers tel ou tel moyen qui permet de réaliser notre expérience. Bien sûr, plus c'est court, moins c'est cher, et plus c'est long, plus c'est cher. Si on revient à l'avion 0G plus spécifiquement, quelle est la diversité des expériences qu'on peut retrouver à bord? Quelles sont un peu les disciplines représentées? Alors on retrouve en gros les mêmes disciplines que celles qu'on cherche à investiguer lors des missions spatiales à bord de la station. Donc ça va du comportement des fluides en apesanteur, des problèmes de combustion, gestion des gaz également. Et après il y a tout ce qui est sciences de la vie, et plus particulièrement donc une des disciplines qui se prête bien à ce type de mission, c'est les neurosciences. Jean, ici présent, a eu la chance de rencontrer des expérimentateurs à bord de l'avion. Je vous propose de découvrir tout de suite une de ces expériences. Alors Jérôme, là du coup on est en plein vol, on est entre deux paraboles. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu essayes de démontrer? Quelle expérience vous faites ici? Alors en fait on a un prototype d'expérience qui doit voler dans l'ISS. Et en fait cette expérience, on vient secouer des réservoirs pour observer des phénomènes sur l'eau qui est dans les réservoirs. Ça permet d'observer comment se comportent les liquides, et c'est très représentatif de ce qui se passe dans les réservoirs des satellites qui sont en orbite. Quand un satellite bouge, il va mettre en mouvement les liquides et ça va venir le perturber. Donc si on veut faire du pointage précis pour prendre des photos, par exemple de la Terre, on doit attendre que le satellite soit stabilisé. Donc déjà, ça nous permet d'observer, de comprendre le comportement des liquides pour les satellites. Et le problème, c'est que quand on fait ces grosses excitations dans l'ISS, on a un risque de secouer l'ISS. Et ça va perturber les autres expériences. Donc pour ça, on a conçu un système de filtration des efforts qui doit venir filtrer toutes les vibrations avant qu'elles atteignent l'ISS, et on vient valider ce concept ici. Donc c'est ça l'intérêt de pouvoir le faire dans cet avion-là particulièrement? Alors, dans cet avion, on valide le concept de filtration de la vibration. Par contre, vraiment dans l'ISS, c'est là où on fera la science. Et alors, on entend qu'il nous reste 2 minutes. Ouais. Alors là, on est dans une phase où il y a 5 minutes de temps de pause en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? Alors nous, dans ces phases, on ne fait pas grand-chose. On travaille surtout pendant la parabole, où en fait, notre système, on a des opérateurs qui vont venir le libérer, parce que comme il est monté sur ressort, pendant la phase de ressources, il risque de se plaquer, et après à l'injection, il va faire comme ça. Ça, c'est un effet qu'on n'a pas dans l'ISS, donc on n'en veut pas. Et il y a un autre opérateur qui doit lancer des excitations du moteur au moment de l'injection. Injection. Faire des interviews en apesanteur, ça c'est rigolo. Sorti. Voilà. Et vous arrivez à vous concentrer sur votre protocole malgré les phases de Alors, 2G? En vrai, ça va. On était en train de blaguer. On était en train de blaguer sur le fait que limite tout seul ça pourrait le faire, mais non, pas facilement. Ça donne des sports quoi. Comment ça se passe pour l'instant? Là, vous avez ça fonctionne comme vous? On mesure. Comme vous On peut pas. Le problème c'est qu'on peut pas trop dire si ça fonctionne bien ou pas avant d'avoir vraiment post-traité. On voit que ça réduit les mouvements, mais nous on a vraiment besoin d'aller dans les trucs les plus précis pour qualifier la qualité de notre système quoi. Mais ouais, non, sinon on n'a pas de soucis. On a un collègue qui est malade, mais sinon ça va. Alors, on espère que le collègue en question se porte bien. Donc, on voit que c'est un véritable laboratoire volant. À la fin de l'extrait, un des expérimentateurs explique qu'il ne peut pas être sûr à 100% de l'efficacité, la réussite de l'expérience avant d'avoir post-traité les données. C'est quoi le post-traitement des données? Ça veut dire que l'expérience, elle ne s'arrête pas à la fin du vol? Pas du tout. En fait, durant l'expérience, il va y avoir, si on prend l'expérience FluidX qui a été montrée, donc eux, ils vont exciter un réservoir dans lequel on a des liquides. Donc cette excitation, il faut la mesurer.
Donc, qu'est-ce qu'on envoie en entrée comme excitation? Donc on mesure ce qu'on envoie en entrée, mais on regarde aussi comment le réservoir va vibrer. Donc il peut y avoir des amortissements entre le moteur qui excite et puis le réservoir. Donc il y a des mesures qui sont faites sur le réservoir. Et en même temps, il y a des caméras qui analysent également le comportement des liquides. Donc toutes ces données accélérométriques, donc je viens exciter mon réservoir et puis comment mon réservoir évolue, sont enregistrées. Les images sont enregistrées et après on va essayer de corréler l'excitation par rapport aux images. On va dire que le vol, lui, sert de phase d'acquisition des données et après, alors ça peut être entre deux vols, on fait une première analyse des données qu'on a obtenues, ce qui peut permettre de réinjecter ce qu'on a vu dans le protocole suivant lors du deuxième vol. Donc il peut y avoir des petits ajustements, ou alors si vraiment il y a des petits détails qui méritent beaucoup d'analyse, donc là, en fait, s'il y a des modifications qui doivent être implémentées, ça sera implémenté à la campagne d'après. Alors, chaque année, le CNES, on l'a dit, organise 2 campagnes de vol parabolique. Une campagne, c'est une dizaine, une quinzaine d'expériences embarquées à bord environ. C'est pas mal, mais j'imagine qu'il y a quand même beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Alors, comment on sélectionne les expériences qui pourront être effectuées à bord de l'avion? Alors, pour nous, le process de sélection des expériences est calqué, on va dire, sur le process de sélection des expériences qui sont réalisées à bord de la station. Bon, à un moindre niveau, mais c'est à peu près le même principe. Donc, le CNES se tourne vers les laboratoires scientifiques en disant, voilà, on organise 2 campagnes, soumettez-nous des projets d'expérience. Donc c'est ce que les laboratoires scientifiques font. Donc on a plusieurs laboratoires qui répondent au CNES en disant, voilà, je veux faire telle expérience, il me faut tant de sujets, j'aurai besoin de tant de vols, tant d'expérimentateurs, etc. Ensuite, cet ensemble de dossiers reçus et analysés donc par Sébastien Roquette qui gère les vols paraboliques au CNES et par les représentants thématiques, donc ceux qui s'occupent de la thématique sciences de la vie, thématique matériaux, thématique fluides, donc qui sont en relation directe avec les laboratoires. Et donc sur la base des informations reçues, on s'assure que les ressources demandées sont disponibles. Si une expérience nécessite les 3 quarts de l'avion, on va lui dire non, c'est pas possible. Donc on s'assure que ça soit effectivement faisable dans le raisonnable. Et avant de s'assurer que c'est faisable dans le raisonnable, donc les thématiciens jugent la pertinence scientifique de l'expérience et sélectionnent l'expérience sur la pertinence scientifique. Donc une première sélection scientifique, on va dire, et après une deuxième sélection sur les ressources à mettre en place. Et il faut que ces ressources soient raisonnables. Et alors, entre la sélection d'une expérience et le vol, le jour J à proprement parler, quelles sont les étapes? Puisque j'imagine que voilà, c'est une préparation qui se fait quand même bien en amont. Donc le premier élément, c'est nous ce qu'on appelle c'est le rack qui va accueillir l'expérience. Donc on rack toutes les expériences. Donc c'est une espèce d'ossature de structure mécanique qui va tenir l'expérience et qui va tenir aux sollicitations aussi liées au vol parabolique. Donc il faut s'assurer que cette structure va supporter toutes les conditions de vol. Ensuite, l'expérience est intégrée dans ce rack. Et donc si l'expérience nécessite une alimentation électrique, donc il faut voir combien va consommer cette expérience. Est-ce que l'avion est capable de fournir cette quantité d'électricité? Donc tout ça est regardé. Et après, il y a tout ce qui est sécurité à gérer. Donc la sécurité est hyper importante. Donc sécurité du moyen, donc de l'avion, et sécurité du personnel. Alors je vous propose de découvrir une seconde expérience, cette fois-ci un peu plus proche de votre spécialité, Didier, puisqu'il y a des cobayes humains. On regarde ça tout de suite. Alors Michele, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites comme expérience ici? Alors, ce qu'on fait dans cette expérience, c'est qu'on teste si la gravité contribue à construire la représentation que chacun de nous a de son propre corps. En particulier, là, on regarde la main, comment les sujets perçoivent leurs mains en apesanteur. On les compare après, bien sûr, lorsqu'ils sont au sol, en conditions normales, voir s'il y a une distorsion perceptible.
Et alors, qu'est-ce que vous demandez concrètement aux cobayes de faire pendant cette expérience? Concrètement, la tâche n'est pas très compliquée. Il y a différentes tâches. Une tâche, par exemple, dans leur écouteur, on leur identifie avec un nom, une des articulations. Ils doivent pointer sans pouvoir voir leur main qui est cachée par cette étagère opaque. Ils doivent pointer au-dessus l'endroit qu'ils ont entendu dans comme commande. Ouais. Et on fait ça pour toute la main, plusieurs fois pour avoir des données un peu plus propres. Et voilà. Très bien. Alors là, on va reprendre une série de paraboles. Pour l'instant, tout se passe bien? Tout se passe très bien. Les sujets sont en forme, les premiers volants comme les expérimentés. Donc, non, c'est super. Pour l'instant, tout va bien. Bon, bah, je vous laisse continuer et vous remettre sur votre expérience. On suit ça de loin. Super. Merci. Ok. Donc Valentine, tu es une des cobayes qui est passée dans l'expérience de Michele. Et est-ce que tu peux me raconter un peu tes sensations? Qu'est-ce que ça fait justement de devoir pointer comme ça? C'est facile? Bah, au début, au moment de l'injection, quand on entre en 0G, c'est très bizarre. Je suis là genre, ouh, il est où mon doigt? Où est-ce que je pointe et tout? Donc en moment d'apesanteur, vraiment tu perds tes repères? Tu n'arrives plus à savoir où si tu tournes autrement? Ça va. Après, je sais pas du tout ce que ça va donner les données. Ouais. Pour moi, je suis genre, oui, bah c'est ici quoi. Ok. Mais ça va. Niveau repère, moi ça me perd pas trop. Okay. C'est la première fois que tu fais ce genre d'exercice? Ouais, j'avais jamais fait de gyrosley avant, c'est trop drôle. Et alors, quelles applications il peut y avoir à l'issue de cette expérience? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Ça peut être très utile pour les astronautes lorsqu'ils doivent effectuer des tâches très précises, des tâches de dextérité manuelle. Parce que par exemple, quand vous savez, ils doivent contrôler le bras robotique pour aller intercepter un véhicule qui approche, déplacer des objets à l'extérieur. Il faut être précis. Il faut être très précis. Et donc voilà, c'est une application assez directe dans le spatial. Et pourquoi c'est important de le faire dans cet avion spécifiquement? Il n'y a pas d'autre moyen de le faire ailleurs? Sur Terre, non, parce que quand même c'est une procédure qui demande plusieurs paraboles pour avoir suffisamment de données. Et donc les autres méthodes comme le drop tower, comme ça, on ne serait pas envisageable aussi parce que les cobayes ne survivraient pas trop à la décélération. Oui, la drop tower, c'est une grande tour dans laquelle on laisse tomber les choses jusqu'en bas. Donc effectivement, ce serait moins confortable pour les cobayes. Alors là, on est entre deux séries de paraboles. Du coup, vous arrivez quand même à rester concentré sur le protocole et à bien mener les choses? Ça doit être difficile, quoi. On essaye, on fait de notre mieux. Tout à l'heure, j'ai fait une bêtise d'ailleurs, j'étais pas bien attaché. Alors, quand le 0G est arrivé, j'étais pas tout à fait en condition de travailler comme il faut. Mais voilà, il faut toujours pour dire qu'il faut être toujours vigilant, malgré que les conditions soient un peu spéciales. Toujours vigilant, bien sûr, pour s'assurer que tout se passe bien. À part le spatial, quels sont les autres domaines d'application des expériences qui ont lieu à bord de l'avion 0G? Tout ce qui est comportement des liquides, par exemple. Donc il y a des applications sur des modèles numériques qui sont utilisés dans l'industrie. Pareil également pour tout ce qui est matériaux. Donc on va partir d'une cartouche d'un matériau qu'on va fondre et on va resolidifier par derrière, donc en condition d'apesanteur. Et les structures que l'on obtient au niveau de ces matériaux et donc les caractéristiques sont différentes de ce que l'on obtient au sol. Et donc, il y a des applications directes dans l'industrie. Et en fait, les conditions d'apesanteur nous permettent d'étudier certains phénomènes qui sont masqués par la gravité au sol. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez des exemples d'expériences en sciences de la vie sur lesquelles vous avez travaillé récemment ou non, d'ailleurs? Oui, à bord de l'Airbus 0G, donc je volais en même temps que Jean, et donc je réalisais une expérience. Alors pareil, c'était une mise au point technique de cette expérience. En fait, c'est une expérience qui embarque un système d'analyse d'urine.
Donc à bord de la station, on a très peu de moyens pour analyser l'urine des astronautes. Alors à l'heure actuelle, pour faire des analyses, c'est soit les bandelettes qu'on connaît au sol, qu'on amène à bord de la station. Par contre, on a accès à un nombre de paramètres qui est très limité. Dans le cadre de cette expérience, mais justement, c'est ce dispositif donc, qui nous permet de faire des analyses. Alors, on travaille avec une start-up dont l'activité principale est de faire des analyses d'urine au sol. Donc ils ont ce système d'analyse, donc avec une partie de capteurs entre ces deux branches. Et donc on vient plonger dans les pots de recueil d'urine ce dispositif. On lance les analyses et donc il y a des capteurs qui sont là pour analyser l'urine et ensuite transférer les données vers un ordinateur. Donc ça c'est une application terrestre. Par contre, dès qu'on veut faire ce type d'analyse à bord de la station, impossible d'avoir un pot avec l'urine qui va rester dans le pot et de plonger le dispositif. Donc, il faut qu'on puisse venir mettre l'urine en contact avec ce dispositif. Et pour ça, donc, on a développé cette petite cartouche qui va s'interfacer avec la poche utilisée pour le recueil d'urine. Donc l'astronaute va uriner. Alors il y a un embout spécial pour que l'astronaute urine dans ce sac. Et nous ensuite, on aura, et c'est ce qui a été testé pendant le vol parabolique, on vient connecter la cartouche au sac. On a fait le vide dans la cartouche et l'urine va venir au niveau de la cartouche. Et une fois que la cartouche est pleine, eh bien on vient insérer la cartouche dans notre dispositif et on lance la mesure. Eh bien, merci Didier pour cette démonstration. Alors Didier, maintenant on va s'intéresser à votre parcours. On va essayer de comprendre comment vous en êtes arrivé à travailler dans ce domaine. C'est notre séquence en coulisses. Alors, on aime bien commencer cette séquence par un petit jeu, un petit défi. On va vous demander de vous présenter en 30 secondes top chrono. Et dès que vous êtes prêts, on lance le chrono. Vous nous dites quand c'est bon pour vous. Top chrono. Eh bien, c'est parti. Donc, je m'appelle Didier Chaput, je travaille au CNES, Centre national d'études spatiales. Et avant de travailler au CNES, donc moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste. Et si on regarde un peu mon parcours avant cette formation d'ingénieur, donc j'ai fait un bac technique, un bac E à l'époque. Ensuite, j'ai fait 2 années d'école préparatoire. Pareil, préparatoire technique, pour ensuite passer les concours, rentrer à l'École nationale supérieure des arts et métiers. Donc obtenir mon diplôme d'ingénieur généraliste. Bon, bravo. On est sur la limite. Et encore, on aurait pu être un petit peu plus vicieux et vous le faire en 22 secondes, le temps d'une parabole. Donc 30, c'était déjà... si c'était une parabole lunaire, j'aurais tenu le temps. Bien, merci d'avoir joué le jeu. On a eu un petit aperçu de votre parcours, mais on a envie d'en savoir un peu plus. Donc on a encore quelques questions à vous poser. Au départ, c'était pas forcément... votre carrière n'était pas spécialement orientée vers le spatial. Vous êtes passé par d'autres secteurs. Comment ça s'est fait? Quel a été le cheminement? Donc j'ai fait ma thèse en biomécanique dans un laboratoire de Peugeot-Renault à l'époque, donc qui était un laboratoire d'accidentologie. Donc ils analysaient les scènes d'accident, donc ils regardaient les blessures sur les passagers, ils analysaient également les dommages sur les véhicules, et le but était de concevoir des véhicules pour limiter au maximum l'impact des accidents sur les passagers. Et également, le sujet sur lequel j'ai travaillé, c'était essayer de trouver un système de détection des baisses de vigilance de conducteurs. Donc éviter que le conducteur s'endorme avec les conséquences que l'on connaît, sachant que l'endormissement au volant, c'est une cause principale d'accidents sur la route. Et comment vous êtes passé de ce secteur-là, de ce domaine-là, au spatial? Typiquement, ce que je faisais, ça correspondait à des études sur l'être vivant, donc c'était les sciences de la vie. Et le CNES ayant un service sciences de la vie, expérimentation en sciences de la vie, donc le lien était vite fait entre les deux disciplines. Alors justement, à votre arrivée au CNES, l'une de vos premières expériences était sur les salamandres.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte ça s'inscrivait et quel était le but de cette première expérience que vous avez menée? Alors, ma première expérience, effectivement, au sein du CNES, était cette expérience sur les salamandres. Et c'était une expérience qui faisait partie de la première mission de Claudie Aigneret à bord de la station Mir. Alors, pourquoi cette expérience avec les salamandres? En fait, lorsqu'un œuf de salamandre est fécondé, donc l'œuf est pondu sur Terre, le spermatozoïde va rentrer dans l'œuf et le point d'impact du spermatozoïde plus l'axe au bas, donc donné par la gravité, donne un plan. Et ce plan, c'est le plan de symétrie de l'animal. Donc si on est en condition d'apesanteur, donc le vecteur gravité est moins efficient, donc est-ce qu'on obtient l'animal avec une symétrie? Ou est-ce que tout est mélangé dans tous les sens? Tout est mélangé. Donc ça, c'est un premier point. On sent que la gravité joue un rôle. Et un autre facteur est à un stade embryonnaire particulier. Si on centrifuge les embryons, on peut obtenir un embryon à 2 têtes, par exemple. Donc la gravité, on sent qu'elle est perçue à un moment et elle agit sur le développement. Elle joue un rôle important. Elle joue un rôle important sur le développement. Donc l'idée, c'était d'amener des salamandres à bord de la station, faire pondre les salamandres, avoir des œufs fécondés. Les œufs, qui sont des embryons, vont se développer, obtenir tous les stades de développement et comparer donc ces stades de développement obtenus en micropesanteur par rapport au même stade obtenu au sol. Et alors, résultat, on a un peu envie de savoir quand même. Alors, résultat, c'est pas comme ça. Alors, le vivant est bien fait quand même. Donc, on s'est rendu compte que si on compare les stades de développement obtenus en micropesanteur et obtenus au sol, on a des différences qui apparaissent. Donc, il y a des petites anomalies. Typiquement, l'œuf, une fois fécondé, il se divise en 2, en 4, etc. Donc là, on a obtenu des stades 3 cellules. Donc, quelque chose qu'on n'obtient jamais au sol. Mais au cours du temps, tout ça se régule et finalement, on obtient des embryons qui sont similaires et fonctionnels et comparables à ceux qu'on obtient au sol. Alors aujourd'hui, donc vous êtes au CNES depuis plusieurs années et beaucoup vous considèrent comme la mémoire vivante des vols habités, je cite. Alors est-ce que justement transmettre vos connaissances, c'est quelque chose d'important pour vous aujourd'hui? Absolument. Donc, alors je ne sais pas si je suis la mémoire des vols habités, mais en tout cas, ouais, j'ai une certaine expérience. Moi, je suis au CNES depuis 1991 et en fait, j'ai pas changé d'activité au sein du CNES depuis 1991. Donc, je suis resté dans le domaine des vols habités. Donc voilà, donc j'ai acquis une expérience sur l'ensemble des thématiques, une expérience technique, une expérience sur les différents moyens, donc que ce soit l'avion 0G, la station Mir, l'ISS à l'heure actuelle. Voilà, donc j'ai une certaine connaissance et effectivement, donc c'est important pour moi de transmettre ce que j'ai appris, ce que les anciens m'ont appris aussi, ce que les anciens m'ont communiqué, quoi. Donc il faut faire perdurer cette activité. Et qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans votre métier au quotidien? Alors il y a plein d'aspects qui sont hyper intéressants. Donc effectivement, il y a le fait de changer d'expérience de façon régulière, de changer d'équipe, de changer on va dire, de mode de coopération. Donc un coup avec la Russie, un coup avec les États-Unis, ça peut être avec le Canada, ça peut être avec plein de pays qui travaillent sur cette thématique-là. Donc il y a ces aspects multiculturels qui sont hyper enrichissants. Oui, donc il y a plein d'avantages, une ouverture sur le monde qui est hyper enrichissante. Et alors si vous pouviez donner un conseil aux jeunes qui rêvent de travailler dans ce domaine ou alors qui hésitent à se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors je pense qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, il faut essayer de rêver un petit peu haut, voire très très haut. Si on regarde notre vie professionnelle, c'est en gros 40 ans de travail pour 10 ans de grand maximum de préparation. Donc je pense que ça vaut le coup de bien travailler 10 années, de se donner les moyens de travailler à fond pour ensuite avoir 40 années où on peut faire un peu ce qu'on veut, on fait des choses hyper intéressantes. Eh bien, merci Didier. Alors comme d'habitude dans cette émission, on demande à nos invités de nous partager une recommandation culturelle et vous n'allez pas échapper à cette règle-là. On découvre ça tout de suite dans la prochaine séquence. Alors Didier, qu'est-ce que vous nous recommandez en cette fin d'émission ?
Eh bien, voici ce que je vous recommande. Alors dites-nous un peu Donc, plus. c'est un petit tableau, je l'avais pris en photo lors d'une réunion un petit peu spéciale, une réunion qui fêtait la coopération franco-russe, je crois que c'était les 30 ans de la coopération franco-russe. Et moi, j'ai vu ce tableau qui m'a marqué. Donc, j'étais présent à ces réunions, j'ai vu ce tableau qui m'a marqué et j'ai pris une photo de ce tableau, donc qui représente deux cosmonautes à côté de leur capsule, donc qui viennent d'atterrir sur Terre. Et en général, lorsqu'ils atterrissent, il y a l'équipe médicale qui est là pour les accueillir, sauf quand la capsule n'atterrit pas de façon nominale. Donc là, visiblement, l'atterrissage n'a pas eu lieu de façon nominale. Ils sont un peu loin du point de chute et donc ils sont sortis par eux-mêmes de la capsule et apparemment, ils ont l'air très très zen, même si l'atterrissage n'a pas été fait de façon nominale. Donc, zénitude qui caractérise les cosmonautes et les astronautes. On voit même la présence de loups autour des astronautes, alors qui n'ont pas l'air de faire cas du danger. Donc, ils sont en pleine maîtrise de la situation et on sent la zénitude autour de ce tableau. Eh bien, pour celles et ceux qui voudraient retrouver cette œuvre, elle s'intitule Arrivée et elle a été réalisée par l'artiste russe Vladimir Grieg. Merci Didier pour cette recommandation. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Merci aussi aux équipes du CNES et de Novespace de nous avoir accueillis. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Science en question, très bientôt. Ciao les sorciers.